J'ai découvert que mon mari empruntait de l'argent à nos amis comme eux pour offrir des cadeaux à sa maîtresse. Le parfum de musc et de jasmin qui épraignait les draps de la chambre d'amis n'était pas le mien, et pourtant, il semblait huer mon existence même à chaque expiration. Ce n'était pas seulement une trahison charnelle, c'était le vol organisé de notre dignité commune, une ponction lente et calculée sur l'amitié que nous avions bâtie, pierre par pierre, avec tous ceux qui nous entouraient. Avant de plonger plus profondément dans ce gouffre, si vous vous reconnaissez dans cette douleur ou si ce récit résonne avec une part sobre de votre propre vécu, je vous invite à vous abonner et à partager votre ressenti en commentaire. Savoir que je ne suis pas seule dans ce naufrage est la seule bouée qui me mettait encore à flot. Notre vie, avant ce basculement, ressemblait à une publicité bien trop lisse pour être honnête. Nous habitions cette maison en pierre de taille, un héritage de famille restauré avec amour, située dans cette petite commune de la périphérie lyonnaise où les jardins sont parfaitement tondus et où les week-ends se passent à organiser des barbecues sous les tilleuls. Marc était l'homme que tout le monde admirait, brillant, charismatique, avec ce petit sourire en coin qui semblait dire qu'il possédait le mode. Nous étions le couple modèle, celui dont les gens parlaient avec une pointe d'envie sincère, celui qui ne connaissait jamais de crise d'éclat. Je travaillais dans la communication, lui dans le conseil financier. Nous avions nos routines, nos cafés du samedi matin en terrasse, nos projets d'avenir qui s'appilaient comme des promesses gravées dans le marbre. Je l'aimais avec cette confiance aveugle, presque enfantine, cette certitude qu'il était mon socle, l'encre qui m'empêchait de dériver quand le travail devenait trop prenant ou que la vie me semblait trop lourde. Puis il y a eu cette fissure. Ce n'est pas arrivé de coup, comme un tremblement de terre, mais plutôt comme une lézarde invisible qui rampe le long de murs. Marc a commencé à rentrer plus tard, évoquant des dossiers urgents, des dîners clients impromptus, cette fatigue pesante qui le faisait s'effondrer sur le canapé sans même m'embrasser. Je justifiais ses absences par la pression de son milieu, par le poids des responsabilités. Je lui préparais des dîners sophistiqués qu'il ne touchait qu'à peine, son téléphone vibrant contre la table en verre, un bruit mat et insupportable qui résonnait comme le glas de notre intimité. Je me disais que j'étais paranoïaque, que les années de mariage finissaient par éteindre cette flamme des débuts. Je m'en voulais de douter, de fouiller, d'espionner ses mouvements, moi qui avais toujours prôné la liberté totale au sein du couple. Le premier signe tangible ne fut pas une preuve directe, mais une remarque anodine de Thomas, l'un de nos plus vieux amis, lors de vernissage. Il m'a demandé, avec un sourire embarrassé, si Marc avait bien reçu le remboursement du prêt de dépannage qu'il lui avait accordé 2 semaines auparavant. J'ai ri un rire nerveux, pensant à une plaisanterie, avant de réaliser que Thomas ne plaisantait pas. Il parlait d'une somme importante, presque 3 000 €, versée pour un soi-disant problème de trésorerie urgente dans une transaction immobilière. Je ne savais rien de cette transaction, je ne savais rien de ce besoin d'argent. Marc gagnait très bien sa vie, nos cotes étaient saines, ou du moins je le croyais. Ce soir-là, en rentrant, j'ai eu une sensation de froid glacial dans le bas du ventre, une intuition animale qui me disait que le sol que je foulais n'était plus solide. La semaine suivante fut un exercice de funambule. Je jouais la femme épanouie tout en scrutant chaque mouvement, chaque signe de fébrilité de Marc. Je me suis surprise à consulter nos comptes joints avec une précision obsessionnelle, mais il avait ouvert des accès séparés, des virements obscurs vers des comptes en ligne, des paiements chez des joailliers de luxe, des boutiques de lingerie fine où je ne mettais jamais les pieds. Ce n'était pas pour moi. Ces cadeaux, ces attentions, ces dépenses somptueuses, tout cela était destiné à une ombre. Ce qui me terrifiait le plus n'était pas seulement l'adultère, mais cette stratégie machiavélique, et il ponctionnait nos amis, ceux avec qui nous avions partagé nos plus beaux souvenirs, pour financer sa double vie. Il exploitait leur loyauté, leur confiance, il transformait nos liens sociaux en un levier de financement pour une étrangère. Il rentrait à la maison en m'embrassant sur le front avec une tendresse factice, me demandant si ma journée avait été bonne, alors qu'il venait probablement de passer l'après-midi à promettre à Sophie ou à Marc-Antoine qu'il les rembourserait dès la semaine prochaine. Il leur mentait, il me mentait, il trahissait tout le cercle social dans lequel nous étions ancrés. Je voyais nos amis lors de nos dîners hebdomadaires, leurs visages confiants, leurs verres levés à notre santé, et je ressentais une nausée physique si violente que je devais m'isoler dans la salle de bain pour respirer. Je me sentais devenir une complice silencieuse, une femme qui observe son propre mode se désagréger sans pouvoir crier pour arrêter le désastre. Chaque fois que Marc riait aux éclats avec nos amis, une pensée me brûlait les tempes. Lequel d'entre vous est sa victime du moment? Combien lui as-tu prêté pour qu'il puisse lui acheter ce bracelet qui brille à son poignet à elle, pendant que je porte les bijoux qu'il m'a offerts il y a 5 ans par obligation? Le silence devenait une arme lourde, presque palpable dans notre salon.
J'ai commencé à noter les dates, à recouper les faits, à constituer un dossier mental de cette lente descente aux enfers. Il semblait plus vivant que jamais, comme si cette vie clandestine lui donnait une énergie nouvelle, une vitalité que je ne lui connaissais plus. Il était prévenant, il faisait des efforts, il achetait des fleurs, ce qui était paradoxalement le signe le plus alarmant de sa culpabilité. Il essayait d'acheter mon silence, ou peut-être essayait-il simplement de calmer sa propre conscience en étant le mari parfait, un mari qui, pourtant, ne possédait plus un seul atome de sincérité. Je restais assise dans le noir, parfois à regarder les ombres du jardin, me demandant si je devais tout fracasser de coups ou si je devais attendre le moment où tout s'effondrerait de lui-même sous le poids de ses propres mensonges. Un soir, alors qu'il était sous la douche, son téléphone a vibré une fois de trop. C'était un message non pas codé mais d'une franchise brutale qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de nom, juste un numéro masqué, mais le contenu était sans équivoque, un remerciement pour le virement, une promesse de rendez-vous dans ce petit hôtel de charme à la sortie de la ville, et une mention sur un remboursement futur. J'ai senti le mode basculer. Ce n'était plus de la paranoïa, ce n'était plus une intuition, c'était la confirmation que tout ce que j'avais bâti n'était que décor de théâtre, une illusion dont les ficelles étaient tirées par un homme que je ne reconnaissais plus. J'ai pris le téléphone, mes mains tremblaient à un point tel que j'ai failli le faire tomber. J'ai ouvert les photos, les messages, les relevés bancaires stockés dans une application sécurisée. J'ai vu des visages, des lieux, des preuves de vacances que je pensais être des séminaires professionnels. J'ai vu le nom de nos amis les plus proches apparaître dans les virements sortants, des sommes allant de 500 à plusieurs milliers d'euros, toutes justifiées par des urgences fictives. Il les dépouillait, il les tropait, il nous isolait les uns des autres pour que personne ne puisse comparer les versions. Je me suis assise sur le bord du lit, les yeux rivés sur l'écran lumineux, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement partir. Si je partais maintenant, il s'en sortirait indemne, il continuerait à manipuler notre cercle, il garderait cette image d'homme intègre alors qu'il n'était que prédateur domestique. La porte de la salle de bain s'est ouverte. La vapeur s'en est échappée, enveloppant la chambre dans une brume épaisse. Marc est apparu dans l'encadrement, une serviette nouée autour de la taille, ses cheveux ruisselants, ce sourire confiant toujours en place. Il m'a regardé, il a vu le téléphone dans ma main, il a vu mon regard vitreux et pour la première fois la panique a traversé ses yeux. Un éclair de peur pure brute, il n'a rien dit. Il est resté immobile, les gouttes d'eau tombant sur le parquet avec un son régulier, presque métronomique. J'ai levé les yeux vers lui, mes nerfs à vif, chaque fibre de mon corps tendue vers une confrontation que je savais inévitable, mais dont je ne maîtrisais aucune issue. Il a fait un pas vers moi, une main tendue, un geste de réconfort qui, dans ce contexte, ressemblait à une insulte suprême. Je n'ai pas pleuré, je ne pouvais pas. La rage était trop froide, trop ancrée dans mon estomac pour laisser place à la tristesse. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai posé le téléphone sur la couette entre nous. Il a regardé l'écran, son visage se décomposant minute après minute. Le masque tombait, révélant la réalité nue, crue, impitoyable de notre situation. Je me suis levé latement, sentant mes jambes me porter malgré le choc. J'ai pris mon sac, mon manteau, et je me suis dirigé vers la porte. Il a tenté de m'appeler, de dire quelque chose, une excuse, une justification, un mensonge de plus dans cette montagne de tromperie, mais sa voix semblait provenir d'un autre mode. J'ai tourné la poignée, sentant le métal froid contre ma peau, prête à franchir ce seuil, sans savoir si je quittais simplement une chambre ou si je fermais définitivement la porte sur 10 ans de ma vie. Je me suis arrêtée sur le palier, la nuit était noire, sans étoiles, juste le silence pesant de notre maison qui, il y a encore quelques instants, m'apparaissait comme un sanctuaire. J'ai entendu ses pas derrière moi, hésitant, puis le bruit du téléphone qui glissait sur le sol, une chute sourde. Il savait que le jeu était terminé, mais je savais, moi, que la véritable bataille ne faisait que commencer. Il y avait des dettes morales et financières qui devaient être réglées. Il y avait des vérités à dire à nos amis, à ceux qui l'avaient trahi, à ceux qui l'avaient cru. Je n'étais plus la femme qui subissait, j'étais celle qui allait tout déterrer. Alors que je descendais les marches, chaque pas résonnant comme une sentence, je sentais que le vrai cauchemar, ou peut-être la vraie libération, m'attendait dehors, dans le froid de cette nuit, où tout allait en fait être mis en lumière. Il m'a appelé par mon prénom, une fois encore, avec cette étonnation qui me faisait fondre auparavant, mais qui là ne produisait aucun effet si ce n'est un dégoût viscéral. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire, plus aucune part de moi à lui offrir. J'ai ouvert la porte d'entrée, laissant l'air frais du soir s'engouffrer dans le couloir, balayant l'odeur du musc qui m'étouffait. Je suis sortie sans me retourner, consciente que derrière moi, dans cette maison, mon passé s'effritait. Mais ce que j'ai vu en bas sur l'allée m'a glacé le sang, une voiture garée dans l'ombre, avec quelques à l'intérieur, quelques qui attendaient. Ce n'était pas juste lui et moi. Il y avait une tierce personne, une autre présence dans ce jeu de dupes qui semblait être là depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Je suis restée figée dans l'encadrement,
le cœur battant à tout rompre, réalisant que j'avais sous-estimé l'ampleur de sa trahison. Ce n'était pas un simple écart, ce n'était pas juste une histoire d'argent et d'amants. C'était une structure entière, un réseau complexe dont je n'étais que pion qu'il fallait déplacer ou éliminer. La voiture a démarré, les phares balayant le jardin d'une lumière blanche aveuglante, puis elle a fait marche arrière lentement, s'éloignant dans la nuit sans un bruit. J'étais seule, vulnérable, mais pour la première fois, j'avais les yeux grands ouverts sur la réalité brutale de ma propre vie. Et alors que la voiture disparaissait au bout de l'allée, j'ai compris que mon combat ne serait pas seulement contre lui, mais contre tout ce qu'il avait créé dans l'ombre de notre foyer. J'ai fermé la porte, le verrou a claqué avec une précision clinique, et je me suis tournée vers lui qui m'attendait, immobile, au bas des escaliers, le visage défait. La confrontation allait être totale, et je n'avais plus aucune intention de reculer, quel qu'en soit le prix à payer. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, plottée dans l'entrée, le souffle court, tandis que la lumière blafarde du plafonnier révélait les traits de Marc. Il n'était plus le conseiller financier à l'aise dans ses costumes sur mesure, ni le mari charmant qui organisait nos étés. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que sa chute n'était pas une éventualité, mais une certitude mathématique. Son regard fuyait, cherchant désespérément une issue, un angle mort, un mensonge assez solide pour colmater la brèche. Mais il n'y en avait plus. Le silence entre nous n'était plus seulement celui du malaise conjugal. C'était un silence de mort, un gouffre creusé par les années de nodie et de manipulation. Pourquoi cette voiture, Marc, ai-je demandé, ma voix résonnant avec une étrangeté glaciale dans l'Inrolf. Qui était dans cette voiture? Il a ouvert la bouche, hésitant, une fraction de seconde où j'ai vu la lâcheté l'emporter sur toute autre émotion. Riait, il n'a rien dit. Il a juste détourné le regard, ce qui a été, à cet instant précis, la réponse la plus explicite qu'il pouvait me donner. Il protégeait quelqu'un, ou peut-être protégeait-il une part de son in-business flow culte que je n'avais même pas encore commencé à soupçonner. Je ne suis pas restée là à attendre ses excuses. Je l'ai dépassé, sentant son épaule effleurer la mienne, un contact qui m'a provoqué une décharge électrique de répulsion. Je suis montée dans la chambre, j'ai attrapé mon sac, mon passeport, et ce carnet où je notais de manière presque obsessionnelle les dates de ses disparitions et les noms des amis qu'il avait sollicités. J'ai passé la nuit dans un hôtel anonyme près de la Part-Dieu, une chambre aux murs gris, sans âme, qui correspondait parfaitement à mon état intérieur. Je n'ai pas dormi. J'ai passé les heures à éplucher les relevés que j'avais transférés sur mon ordinateur avant que la panique ne me fasse lâcher son téléphone. Plus je lisais, plus la rage remplaçait le chagrin. Ce n'était pas seulement pour une maîtresse. Les sommes étaient trop importantes, trop régulières. C'étaient des montages financiers. Il utilisait notre cercle social comme une banque privée, pompant des fonds pour alimenter des investissements risqués, des jeux, ou quelque chose de bien plus sobre encore. Il avait convaincu Thomas de vendre ses parts dans une société pour réinvestir dans un projet immobilier fantôme. Il avait sollicité Claire et Pierre pour des frais médicaux imaginaires. Il les avait tous spoliés, utilisant notre statut de couple exemplaire pour endormir leur vigilance. Le lendemain, le soleil s'est levé sur une ville que je voyais désormais sous un angle différent. Chaque façade, chaque rue semblait cacher les mêmes hypocrisies. J'ai pris une décision radicale, je ne serai pas la victime silencieuse qui part en laissant derrière elle le champ de ruines. Je serai celle qui remet de l'ordre dans le chaos. J'ai commencé à appeler, non pas pour pleurer mais pour poser des questions. La première fut Camille. Elle était toujours la plus lucide, la plus directe. Quand elle a décroché, sa voix était enjouée, prête à parler de notre prochain dîner. Je l'ai coupée net. « Camille, je veux que tu me dises la vérité. Combien Marc t'a-t-il demandé et quand ?» Il y a eu un silence prolongé, un silence qui en disait long, puis un soupir. Elle savait. Elle savait, mais elle avait peur de le dire, peur de briser l'équilibre du groupe. Elle m'a tout raconté. Les urgences, les promesses de rendement miraculeux, les menaces à peine voilées de Marc sur la pérennité de notre amitié si elle en parlait à quiconque. Elle était terrorisée, non pas pour elle-même, mais pour la honte que cela représenterait. J'ai senti ma colère muter. Ce n'était plus seulement de la rage envers lui, c'était une détermination froide à protéger ceux qui l'avaient piégé. J'ai passé la journée à rencontrer 3 d'entre eux. À chaque fois, le même scénario, la stupeur, puis la colère, puis cette haute paralysante qui les avait empêchés de parler jusqu'ici. Je n'étais plus la femme trahie, j'étais le pivot central de la révélation. Mais plus j'avançais, plus je réalisais que je ne connaissais pas la moitié du problème. En discutant avec Thomas, un détail m'a frappé, il m'a montré une série de messages in WhatsApp. Ce n'était pas Marc qui écrivait, c'était une femme. Un numéro inconnu sophistiqué, une écriture précise, presque clinique. Cette femme ne se contentait pas d'être sa maîtresse, elle gérait les virements. Elle était le cerveau logistique de cette escroquerie pyramidale.
J'ai passé la soirée dans un café, à analyser les captures d'écran que j'avais obtenues. Le nom Élise revenait dans le fichier de contact de cette femme. J'ai fouillé, j'ai utilisé tous les outils à ma disposition pour retracer ce nom. J'ai fini par tomber sur un profil sur un réseau professionnel. Une femme élégante, glaciale, travaillant dans le même secteur que Marc, mais à un niveau bien plus stratégique, presque dans l'ordre de grandes firmes de gestion d'actifs. C'était elle était le liais. Marc n'était pas seulement les fidèles, il était l'exécutant. Il était le visage public, celui en qui tout le monde avait confiance, tandis qu'elle, dans l'ombre, tirait les ficelles. La réalisation a été comme un coup de poing dans l'estomac. Mon mari ne m'avait pas seulement trompé avec une femme, il avait transformé notre existence en une façade de légitimité pour une organisation bien plus vaste. Pourquoi moi? Pourquoi nous? J'ai repensé à notre maison, à cet héritage familial, à ces titres de propriété qu'il avait insisté pour refinancer l'an dernier, sous prétexte d'optimisation fiscale. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La maison n'était peut-être plus à nous. Elle servait peut-être de garantie, de couverture pour des opérations illégales dont je n'avais pas la moindre idée. Je suis retournée à la maison, munie de mes propres clés, tard dans la soirée. Elle était plongée dans le noir. À l'intérieur, une odeur de cigarette, une odeur que Marc ne tolérait jamais. Il n'était pas là. Mais ses affaires étaient à moitié défaites, comme s'il s'apprêtait à partir ou à disparaître. J'ai fouillé son bureau, non plus avec la timidité de la femme qui fouille les affaires de son mari, mais avec la détermination de celle qui cherche des preuves pour se sauver elle-même. J'ai trouvé un dossier caché derrière une enveloppe dans le fond de son tiroir sécurisé. Il n'était pas verrouillé. À l'intérieur, des contrats, des signatures et une photo. La photo d'une voiture, la même que j'avais vue la veille devant chez nous, garée devant un immeuble de bureau que je reconnaissais très bien, le siège de la banque où nous avions tous nos cotes. Soudain, un bruit de pas dans l'allée, le crissement des pneus sur le gravier. J'ai été la lampe de bureau, le cœur battant me cachant derrière les rideaux lourds du salon. Les phares ont illuminé le jardin, puis le moteur s'est coupé. 2 personnes sont sorties de la voiture. Marc et cette femme, c'est Élise. Je les ai vus à travers la vitre, leur silhouette découpée par la lumière du lampadaire. Ils parlaient de manière animée, des gestes brusques, des tensions palpables. Puis elle a sorti une enveloppe de son sac et la lui a tendue. Marc l'a prise, et avec un geste de soumission que je ne lui avais jamais connu, il a incliné la tête. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon combat n'était pas juste une histoire de divorce. J'étais impliqué, qu'on le veuille ou non. Mon nom était sur les documents, mon nom était lié à ces virements. Si la police ou les autorités arrivaient ici, ce n'est pas seulement Marc qu'ils chercheraient, ils chercheraient la complice. La femme qui vivait dans la maison, celle qui recevait les virements sur le code jouet, celle qui avait signé les documents de refinancement. Il m'avait piégée dès le départ. Il m'avait construite comme le fusible parfait, celle qui paierait pour ses erreurs, celle qui porterait le poids de la culpabilité pendant qu'il disparaîtrait avec le butin. J'ai senti une vague de peur, suivie immédiatement par une montée de rage pure, une rage destructrice. Je ne pouvais plus être la victime, je devais devenir l'architecte de ma propre survie. J'ai saisi le dossier sur le bureau, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Le salon était sobre, mais ils étaient parfaitement visibles sous la lumière crue de l'extérieur. Je filmais leurs visages, leurs échanges, l'enveloppe qu'ils tenaient. Je filmais tout. Puis j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure d'entrée. Mon cœur a manqué un battement. Ils entraient. J'étais prise au piège dans le bureau avec les preuves de leur crime, et ils venaient juste de franchir le seuil de ma maison. Marc parlait, sa voix était tendue. « Tu es sûr qu'elle ne se doute de rien? Il faut régler ça maintenant, Marc, sinon on perd tout. » La réponse d'elle a été un murmure froid, glacial. Elle ne pose plus de problème après ce soir. La porte du bureau a commencé à pivoter. Je n'avais nulle part où aller, aucune issue. Juste le sentiment atroce et libérateur à la fois que tout se jouait maintenant. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine, prête à affronter ce qui allait se passer, sachant que cette nuit, l'une de nos vies allait être définitivement effacée. Le poignet a tourné, et je me suis préparée à ce qui, sans aucun doute, serait la confrontation la plus brutale de mon existence. La porte s'est ouverte sur le visage de Marc, éclairé par la lumière du couloir. Il m'a vu et son expression est passée de la détermination à une terreur pure en une fraction de seconde. Il a fait un pas, sa main s'est portée vers sa poche, et j'ai su que, dans cet instant, ma vie basculait dans l'irréversible. Quelque chose a brillé dans sa main, un objet, une arme, ou peut-être juste la fait de notre illusion. Je n'ai pas reculé. J'ai fixé son regard, prêt à tout, même au pire, pour ne pas finir comme le pion de son échiquier sanglant. C'est à cet instant précis, alors que le mode retenait son souffle, que j'ai compris la vérité ultime. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent, c'était une question de vie ou de mort, et il n'y avait plus aucune place pour le doute, seulement pour une survie impitoyable. Il a avancé, le visage crispé par une rage qu'il ne pouvait plus contenir, et je me suis préparée à porter le coup qui,
Je l'espérais, mettrais fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes, peu importe les conséquences. La lumière crue du couloir frappait son visage avec une violence inouïe. Marc, cet homme que j'avais cru connaître chaque parcelle de peau, chaque battement de cœur, n'était plus qu'une ombre déformée par la panique et la lâcheté. Il ne portait pas une arme au sens classique du terme, mais quelque chose de bien plus tranchant, le désespoir d'un homme acculé. Dans sa main, il serrait un petit boîtier noir, un dispositif de sauvegarde de données, celui-là même que je voyais sur les clichés de la banque. Il s'est figé quand il a compris que mon téléphone, posé sur le bureau, enregistrait la scène depuis plusieurs minutes. Le silence était devenu une entité physique lourde, suffocante, presque électrique. Élise, derrière lui, est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle portait un tailleur impeccable, une armure de tissu qui contrastait avec le chaos qui régnait désormais dans notre intimité. Elle a posé sur moi un regard de prédateur, froid, vide de toute humanité, un regard qui ne cherchait pas la compréhension mais l'élimination. Ne fais pas ça, Marc, ai-je articulé, ma voix étant le seul élément stable dans cette pièce devenue un tribunal. Ne termine pas ta vie sur une lâcheté supplémentaire. J'ai tout. Les relevés, les virements, les témoignages et maintenant, la preuve de votre collusion. Vous êtes fini. Marc a émis un petit rire nerveux, un son qui m'a glacé le sang. Il ne cherchait plus à sauver son mariage ni son honneur. Il cherchait à effacer les traces de son existence criminelle. Il a fait au pas vers moi, ses yeux éjectés de sang. À cet instant, je n'ai pas ressenti de peur. C'est étrange, la façon dont le cerveau bascule quand la mort devient une option réelle. La peur s'était évaporée, remplacée par une clarté brutale. J'ai compris qu'il ne m'aimait plus s'il m'avait jamais aimé. Il m'avait utilisé comme un bouclier humain, une façade présentable pour ses manœuvres de voyou, une femme-objet pour rassurer ses victimes. Je n'étais à ses yeux qu'une pièce de mobilier à déplacer ou à briser selon ses besoins. Élise, quant à elle, m'observait comme on observe une équation gênante à résoudre. C'est fini, Marc, ai-je répété plus fort cette fois, éposant ma présence dans cet espace qu'il pensait dominer. Tu crois que tu vas sortir de cette pièce et que tout continuera comme avant, regarde-toi. Tu n'es que petit escroc pathétique qui a besoin d'une femme, de moi, pour te donner l'illusion que tu es un homme important. Il a vacillé. Mes mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Élise a esquissé un mouvement, voulant intervenir, mais je l'ai fixé avec une intensité qui l'a fait reculer de millimètres. J'étais chez moi, dans mes murs, dans ma vie qu'ils avaient souillée. J'ai ramassé le dossier que j'avais découvert sur le bureau et je l'ai levé comme un étendard. La police est déjà prévenue, ai-je menti avec une aplomb qui m'a surprise moi-même. J'ai envoyé les copies à un avocat spécialisé. Si le de vous s'approche, tout est publié dans l'heure. Chaque nom, chaque transaction, chaque visage, votre chute ne sera pas silencieuse, elle sera publique, humiliante, totale. Le visage de Marc a perdu toute sa couleur, la terreur a en fait pris le pas sur sa fureur. Il a regardé Élise, cherchant une instruction, une sortie, un miracle. Mais Élise, cette femme calculatrice, a compris que le vent avait tourné. Elle a croisé mon regard, a vu que j'étais prête à tout sacrifier, ma maison, mon confort, mon passé pour obtenir justice. Elle a haussé les épaules, un geste méprisant, et a reculé dans le couloir, me laissant seule avec le spectre de mon mari. Elle ne se sacrifierait pas pour lui. Elle ne se sacrifierait pour personne. Elle a fait demi-tour, ses talons claquant sur le parquet avec une indifférence brutale, et a disparu dans la nuit, abandonnant Marc à son sort. Elle l'avait utilisé jusqu'à la dernière goutte, et maintenant qu'il était une source de problèmes, elle le laissait se noyer. Marc est resté là, les épaules tombantes, l'ombre d'un homme dont j'avais été la femme pendant des années. Il a laissé tomber le boîtier noir au sol. Le bruit du plastique contre le bois a résonné comme une sentence. Je ne l'ai pas regardé avec compassion, il n'y avait plus de place pour cela. Il y avait juste une immense fatigue, le besoin vital de nettoyer les décombres de ma vie. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée sans un mot, sans un regard en arrière. Je suis sortie dans la fraîcheur nocturne, laissant la porte grande ouverte, laissant derrière moi cet homme qui n'était plus qu'une coquille vide, un étranger avec qui j'avais partagé un lit et des projets. La rue était déserte. Les réverbères baignaient le quartier d'une lumière orangeâtre, presque irréelle. Je n'avais nulle part où aller, et pourtant, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis une décennie. Je n'étais plus la femme de Marc. Je n'étais plus le fusible d'une organisation criminelle. J'étais juste moi, une femme dans la ville avec un sac, un téléphone chargé de preuves et une volonté de faire. J'ai marché vers ma voiture, mais pas assurée sur le bitume humide. La douleur viendrait plus tard, les larmes sans doute, mais pour l'instant, il y avait cette sensation indescriptible de survie. J'avais déconstruit le mensonge. J'avais survécu à la tempête. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de démarches, de confrontations froides et de reconstructions nécessaires. La chute de Marc a été, comme je l'avais prédit, rapide et brutale. Il a tenté de fuir, mais les preuves étaient trop accablantes, trop bien structurées. La police, alertée par les documents et mes témoignages, a agi avec une efficacité chirurgicale.
J'ai appris par les journaux quelques semaines plus tard que le réseau dans lequel il s'était empêtré était bien plus vaste que ce que j'avais imaginé, impliquant des noms que je n'aurais jamais soupçonnés. Tout cela ne me concernait plus. J'avais tout donné, tout déposé, tout soldé. Je me suis installée dans un petit appartement en ville, là où personne ne connaissait mon nom, là où aucun souvenir ne venait hanter mes murs. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas posé à même le sol, entouré de cartons que je n'ai même pas pris la peine de déballer. C'était le silence le plus pur que j'ai jamais connu. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de dîners modestes où l'on devait sourire en serrant les dents, plus de calculs financiers obscurs. Il n'y avait que le son de ma propre respiration régulière apaisée. Je me suis réveillée avec le soleil qui traversait la fenêtre, une lumière douce sans filtre. J'ai préparé un café, je me suis assise près de la vitre et j'ai regardé les gens passer en bas. Ils allaient au travail, ils couraient après leur vie, après leurs illusions. Je ne les jugeais plus. J'éprouvais pour eux une forme de tendresse distante, une compréhension nouvelle pour ces existences suspendues au-dessus du vide. J'ai réalisé que j'avais passé une vie entière à chercher la sécurité dans les bras d'un homme, dans le prestige d'une maison, dans la solidité apparente de statut social. Tout cela n'était que du sable, emporté par le premier souffle de vérité. La trahison, au fond, n'avait pas été une fait. Elle avait été une rupture, une fracture nécessaire. Elle avait brisé la carapace pour permettre à autre chose de naître, quelque chose de plus solide, de plus énoncentif. Je ne cherche plus à savoir pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Les motivations d'un homme creux n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait de cette cassure. J'ai choisi de ne pas m'effondrer. J'ai choisi de ne pas porter la haute qui ne m'appartenait pas. J'ai choisi de devenir ma propre alliée, ma propre protectrice. Parfois, quand la nuit tombe et que le calme s'installe, je repense à cette silhouette de Marc dans l'encadrement de la porte. Je ne ressens plus de colère, juste une sorte de pitié lointaine, presque abstraite. Il est là où il doit être, enfermé dans les murs qu'il a lui-même bâtis, prisonnier de son propre mensonge. Et moi, je suis là, libre, marchant vers un inconnu qui ne m'effraie plus. Ma vie ne ressemble plus à ce qu'elle était. Elle est dépouillée de tout superflu. J'ai appris à vivre avec moins, beaucoup moins, mais avec une clarté mentale qui vaut tous les trésors du monde. Je me regarde dans le miroir le matin, et je ne cherche plus la validation dans le regard d'un autre, je cherche juste la vérité dans le mien. Les cicatrices sont là, elles racontent l'histoire de ce combat, de cette survie. Elles ne sont pas des stigmates, elles sont des trophées. Le vent souffle contre la fenêtre, agitant les rideaux légers que j'ai choisis moi-même. Il fait beau dans cette petite pièce, il fait calme. Je respire profondément, sentant l'air remplir mes poumons, un air frais pur, sans le poids des secrets d'autrui. Le passé est une terre étrangère où je ne retournerai jamais. Le présent est une page blanche, en fait libérée de l'encre noire des mensonges de Marc. Je pose ma tasse de café, je ferme les yeux, et pour la première fois depuis des années, je ne planifie rien. Je n'anticipe aucune crise, aucun désastre, aucune trahison. Je me laisse simplement être. Je laisse le mode continuer sa course folle sans moi, pendant que je savoure ce moment, ce silence, cette victoire silencieuse d'une femme qui a failli tout perdre, mais qui en chemin s'est retrouvée elle-même. C'est fini. Le tumulte est retombé. Le rideau est tombé sur la tragédie que j'ai refusé de jouer jusqu'au bout. La lumière du matin baigne la pièce d'une clarté douce, presque apaisante. Je suis en vie, je suis entière. Je suis, en fait, souveraine de mon propre souffle. Je regarde le ciel changer de couleur au-dessus des toits, et je ressens une paix sourde, immense, presque vertigineuse. Il ne reste plus rien de la tempête, sinon cette certitude fragile et solide à la fois. Je suis sortie du gouffre, et pour la première fois je marche en pleine lumière, sans avoir besoin de me retourner, car il n'y a plus rien derrière moi qui puisse me retenir ou me détruire. C'est le silence après l'orage, la note tenue de morceaux qui s'achèvent, la fin de chapitres qui laisse place à une respiration lente, longue et infiniment calme. Je suis ici, je suis libre, je suis chez moi, tout est en fait simplement silencieux.